réponse. Côté gardien, c'était le même gardien. Hein. France-Angleterre à l'Euro. Et les mêmes tireurs. On va voir. Et Toldo, qui a fait la première période, était le gardien aussi à l'Euro. Oh, côté gardien, j'ai dit. Côté gardien, Le coup franc de Zinedine Zidane, extraordinaire avec la côté gardien. Bonsoir à tous, la légende était au rendez-vous hier soir. Francesca, avant de voir ces images, disait j'en ai pleuré. Bonsoir Francesca Antoniotti, c'est beau hein, de les revoir hier. Et il y a 6 millions de personnes qui ont regardé les Oui, je me doute que 98. j'étais pas toute seule, c'était hyper émouvant. La mise en scène évidemment était formidable, du début jusqu'à la fin, quand on les a vus chacun arriver sur la pelouse. Voilà. C'était formidable. Et surtout à la fin du match, les larmes de Vicente Lizarazu. Ça franchement, c'est une des plus belles images de la soirée. Au moins. C'était la dernière fois qu'ils jouaient ensemble. Philippe Doucet est là. Bonsoir Philippe Doucet, je fais une présentation. Vous avez vécu une journée particulièrement difficile, Juan José Dorado. Alors, c'est unique au monde. Vous êtes réveillé avec un sélectionneur, Lopetegui, et vous allez vous coucher avec un autre sélectionneur, ce qui est quand même sans doute jamais arrivé pendant la Coupe du Monde, quoi. À 2 jours du premier match de l'Espagne. Tout va bien quand même, c'est Hierro. C'est Hierro. Vous allez nous expliquer. Il reprend les rênes pendant un mois. Oui, vous allez nous expliquer effectivement ce qui s'est passé aujourd'hui. Marc Libra est là. Bonsoir. Bonjour, Félix Roy est là. Tout va bien, Félix? Alors, Marc, je vous présente ce petit ours. Hein, c'est la mascotte de CNews. C'est la mascotte de CNews, voilà. Et puis, alors, on a essayé de relever le niveau parce que la Coupe du Monde commence et avec vous, j'ai du mal. Donc, j'ai invité Robert. Nous avons invité Robert Redeker, qui est agrégé de philosophie quand même. Ah oui. Vous savez ce que c'est qu'agrégé de philosophie? Ça, c'est pas rien. Et qui est critique littéraire et qui a publié... Comment? On en est loin. C'est mieux que nous, quoi. Ah, On est c'est assez vrai loin. que- non, mais agrégé... C'est dur d'être agrégé... Sérieusement, agrégé de philo, respect. Je ne sais pas si ça vaut autant de respect, Si. mais attendez, je présente notre livre. Peut-on encore aimer le football? Peut-on encore aimer le football? C'est votre bouquin. Et effectivement, vous dénoncez la démesure du foot qui, selon lui, ne connaît pas de limite. Le football s'est transformé en un laboratoire préparant la mutation de l'homme vers le Schumann. alors, attendez, je viens de remarquer quelque chose de très intéressant et sympathique. Mais vous avez un accent, dites donc. Je vis dans le Lauragais, entre Toulouse et la Montagne Noire. C'est le Lauragais. Oui, c'est ce coin-là. C'est le sud-ouest. nous- Et vous êtes venu spécialement pour nous ce soir. Je suis venu vous voir. C'est le faire. Ça, Parce que vous aimez bien. Bon. Voilà, les images d'hier soir de cette finale, eh bien le foot sauve ce que notre société menace et déteste assez, c'est la nostalgie. Voilà. Vous avez parlé de nostalgie. Et pourquoi vous dites la je société trouve elle que déteste c'est la très nostalgie? Moi j'ai l'impression qu'en France on adore la nostalgie. Oui, Chante aussi, France, Radio Nostalgie, les enfants de la Oui, télé, mais je- Coluche, Jodassin, Claude François. Oui, mais en même temps, avec tout le mouvement jeuniste et tout, c'est quand même détester la nostalgie. Moi j'adore ça. Moi aussi. Moi-même je j'adore suis Moi aussi. nostalgique. Ouais, Moi aussi, hein. j'adore ça. Bah oui, Et- c'est et- bien, et- évidemment. Moi j'ai notre- pas. Alors j'ai l'impression au contraire qu'on est dans une société qui est souvent Non, je tournée ne vers crois le pas. passé, mais Non. je ne suis pas agrégé de philosophie. Non. Hein, j'aimerais. Et ni critique littéraire. Bon, en tout cas, peut-on aimer le football? Vous allez nous en parler. Oui. Bon, on est avec Marina Lorenzo également, qui est en direct de Russie et qui a assisté, même qui a posé des questions tout à l'heure à Kylian Mbappé. Bonsoir Marina. On a tous été frappés, tiens, disons-le tout de suite, par, comment dire, la maturité d'Mbappé, par la gentillesse, par la précision également quand il parle football. C'est tout à fait étonnant d'écouter Mbappé. Marina, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a ressenti la même chose que vous. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a ressenti ça. Dès qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, cette première conférence de presse avait bluffé le parterre de journalistes. Et encore aujourd'hui, tout le monde était assez... pas étonné, mais en tout cas, on a eu la confirmation qu'il avait une aisance assez incroyable devant les médias. Il a réponse à tout. Il sait manier l'humour. Il réussit à faire passer des messages sans froisser personne. Il a effectivement une maturité qui est assez déconcertante pour son âge. Je rappelle qu'il n'a pas 20 ans, il aura 20 ans, figurez-vous, en décembre prochain. Il n'était pas né en 1998. Écoutons-le, Mbappé. Il y a quelque chose. Il va porter le numéro 10 et on lui a demandé qui. Est-ce que c'est vous qui avez demandé le numéro 10? Sa réponse. C'est moi qui le voulais. Il était libre. Et personne à l'horizon. Je l'ai pris. J'ai pris et je joue avec. Après. Voilà, je le vois plus comme un gamin qui a toujours aimé ce numéro et qui joue avec chez les grands et qui, après, ça va pas trop changer ma manière de jouer, que j'ai le 10, le 12, le 29. Pour moi, c'est pareil. Après, je sais que c'est un numéro historique.
pour les Français, mais pour moi, ça ne changera rien pour moi. C'est ça que j'aime bien, parce que c'est gonflé quand même, Marc Libar, parce qu'on pourrait dire c'est prétentieux, et en même temps, lui, ça passe parce qu'il est à la hauteur de son ambition. C'est gonflé où la presse en fait toute, parce que chaque fois qu'il y a eu un numéro 10 qui a récupéré ce maillot, on se rappelle de certains joueurs qui avaient récupéré ce numéro après Zidane, on avait dit mais c'est catastrophique, c'était Faubert qui avait récupéré le 10 sur un match, il y avait Marvin Martin, et on les avait beaucoup critiqués, lui il s'en fiche complètement. Et non mais il lui a là, demandé, raison. C'est ça qui est intéressant, Ouais, c'est lui qui le demande. S'il est libre, pourquoi pas le récupérer. Si Faubert l'a porté ou des joueurs de ce genre-là, c'est que beaucoup de joueurs l'ont refusé. Oui. Beaucoup de joueurs refusaient en disant « Oh là là, attention, il y a Platini, Oui, Zidane, bien sûr, tout ça, je ne le prends pas. » Mais je trouve que c'est lui qui lui demande, et ça fait sens Ouais. sur sa détermination et son caractère. Il a ce qu'ont beaucoup de grands joueurs, il a vachement confiance en lui. Et ça, c'est quand même la base pour construire une grande carrière. Il a confiance, il sait qu'il est extrêmement doué et qu'il peut arriver au niveau des autres numéros 10. Je vous ai laissé sans voix. En plus de sa confiance, c'est quand même très étonnant pour son âge. Je crois qu'il a une maturité, et la tête sur les épaules. Il n'est pas troublé, perturbé par tout ce qui lui arrive et la fortune financière qui lui tombe sur la tête, parce que ça peut être très dangereux chez un gars. Et figurez-vous que tout n'est pas perdu, puisque vous écrivez dans votre bouquin de plus en plus de football, de plus en plus jusqu'à la nausée, de plus en plus comme à l'infini, notre temps disponible, notre temps hors travail, hors obligation sociale, saturé, occupé par le spectacle du football. Et ben, je vais vous dire, je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que moi j'avais 10 ans en 76 et les Verts étaient déjà extrêmement importants et on en faisait déjà des tonnes, et Platini faisait déjà de la publicité pour fruiter ses plus musclés, etc. Moi, au contraire de vous, j'ai l'impression que ça n'a absolument pas changé. Que le foot était déjà incroyablement présent, que les footballeurs étaient déjà des grandes stars, et peut-être plus aujourd'hui parce qu'il n'y avait qu'une télévision. Rocheteau, il y avait des chansons sur lui. Je ne sais pas, mais c'était d'une autre manière. Alors, vous allez dire... Mais vous vous laissez tromper par une sorte d'illusion rétrospective parce que c'était votre jeunesse. Vous croyez que c'était plus beau, plus pur qu'aujourd'hui. Moi, je crois qu'entre-temps, quand même, le monde a changé et le football a changé. Mais les matchs étaient truqués. Quand vous parlez aux anciens, parlez aux arbitres. Les matchs étaient truqués. C'est pas la peine de salir toute notre histoire. C'est ça qui est drôle. Ils allaient en Russie. Moi, j'ai 50 anecdotes que je peux vous raconter sur le foot. Et aujourd'hui, c'est plutôt plus propre. Mais on en parlera. Ce qui a changé, c'est la médiatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un match retransmis à la télévision tous les jours. Si vous voulez regarder, nous sommes d'accord. La Ligue de lundi, l'Europa League de jeudi. Nous sommes d'accord. Mais c'est ça qui a changé. Et vous avez une chaîne, c'est quand même multiplié. Pascal disait, il n'y avait qu'une chaîne, donc c'était plus. Mais ça occupait tout l'espace. Moi, je crois qu'avec 30, il y a quand même une multiplication Moi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes discours. Tous les 4 ans, les gens disent « Ah, il y a trop de football, l'opium du peuple, j'entends ça, etc. » Je pense que les gens ont un peu de distance. Ils savent bien que voilà, c'est une récréation et ils ne vont pas voter plus pour un président de la République si le président de la République gagne la Coupe du Monde ou pas. Mais revenons sur les numéros 10. Espérons. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on dit nous-mêmes beaucoup de bêtises là-dessus et on enfonce parfois des portes ouvertes. Mais revenons sur les grands numéros 10, puisque c'est le sujet du jour avec Mbappé. Lourde charge des numéros 10. Alors, il y a eu des numéros 10 plus influents, si vous voulez, sur l'histoire de l'équipe de France. Il y a eu des numéros 10 un peu plus anecdotiques. On a recensé les numéros 10 principaux. Vous avez Robert Jonquet, capitaine en 58. C'était une équipe où il y avait Copa et il y avait Juste Fontaine. Guillou, il n'a pas été 10. Il était 6, Guillou. Si vous voulez, on a grandi la photo et son short, il y a le numéro 10 dessus. Ouais. Dans son club. Dans son club, il avait 10. Il avait le 10. Non, il était 10 dans son club. Ouais, Jean-Marc Guillou, très bon joueur. Jean-Marc Guillou, il avait le 10. Vous avez mis Fernandez, numéro 10 Louis. Regarde, il a le 10. Mais oui, mais il n'a jamais joué. Enfin, Philippe n'a jamais joué 10, Fernandez. Martine, c'est un 10. Benzema n'a jamais été 10. Gignac n'a jamais été 10. Zidane, Pedros non plus. C'est le numéro. Jean-Marc Guillou, c'est très important. Vous savez pourquoi ? Parce que les 2 premières années de Michel Platini, quand même star s'il en est en équipe de France, c'était Jean-Marc Guillou qui avait le numéro 10. C'était pas Michel Platini qui avait le numéro 15 pendant 2 ans en équipe de France. D'accord. Bon. Sidney Govou, évidemment, à la retraite de Zidane. Je salue le jeune Enzo. Alors que... Et alors qu'il m'a apporté ce petit ballon. Alors, c'est un ballon qui se mange. Vous savez en quoi il est ?
Oh putain, chocolat. il est lourd, Ah bah oui, lourd. Un chocolat En pain. Non, En pain. c'est du pain. C'est de la mie de pain. C'est Poilane. J'ai formidable. jamais. C'est un pain. C'est poilane. C'est un ballon poilane. J'ai du reparti pain avec mon des ballon. Andes. Non pas ma baguette sous le bras, mais mon ballon sous le Et bras. c'est un surprise, on peut ouvrir et manger à l'intérieur? Ah, il y a quelqu'un à l'intérieur. Non, mais. Allô. Bonjour. Non, je ne sais pas. Bah oui, évidemment qu'on peut le manger, Francesca. Non, mais des fois, il y a des petites surprises. Non, il Taper est pas- dedans. Ah oui, c'est pas un Kinder. Ah, il est plein. C'est un pain sans surprise. Ah, Ah, bon, d'accord. c'est un Un bon. pain sans surprise. Un mot sur la blessure, de Vous savez, bah- Kylian Mbappé, parce que là aussi, il a été extraordinaire dans ses réponses. Ah, vous êtes sous le charme de Kylian Mbappé là. depuis. Oui, parce qu'il a 20 ans et je me dis Il a qu'à quand même 20 répondu ans... de la façon la plus plate possible à la Mais question non. qu'il était tout autant. Enfin, vous êtes vraiment sous le charme. Non, mais il a une passion pour Kylian. Comment vous Et pouvez on- dire ça? Vous vous rendez compte que la vie de Je ce trouve jeune que homme... vous Comme... en faites énormément avec Kylian Mbappé, que c'est à double tranchant et que vous devriez, vous et plusieurs observateurs, le laisser grandir tranquillement sans cesse appuyer sur le fait qu'il est brillant en interview. J'ai pas dit qu'il était brillant. J'ai pas dit qu'il était brillant. J'ai ouvert l'émission Non. comme ça. Excusez-moi. Je vais vous renvoyer en cours de philosophie chez Robert Redeker, qui est J'en ai agrégé besoin, de j'ai une philosophie. très mauvaise note au bac. Et vous avez eu combien au bac? J'ai eu 9, c'est terrible. Ah, bon. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a pire. Bon, Et à ça, il y a pire. on va parler philosophie avec Kylian Mbappé dans une seconde, mais écoutons-le d'abord. Il a un avis très tranché sur Heidegger, très intéressant. De guerre libéraux de l'équipe d'Allemagne. Ah, bien sûr, bien sûr. À l'époque du WM. Bien évidemment. On l'écoute sur sa blessure et tout va bien. On sait que la sélection, c'est une équipe qui est très médiatisée, donc on sait que nos moindres faits et gestes vont être repris. Après, c'est quand même un coup qui est un peu anodin. Il est un peu en retard, certes, mais il n'y a pas non plus mort d'homme. Il n'y avait rien de méchant. C'est vrai que ça a pris un peu des proportions et c'est pour ça que j'ai voulu dégonfler tout de suite pour pas que ça prenne le pas sur l'équipe et que ça prenne une trop grosse importance. Kylian Mbappé est le seul adolescent de moins de 20 ans qui utilise le mot « certes » dans une, je trouve, dans une conférence de presse. Il est un peu en retard, certes. Marina Lorenzo, certes, je voudrais vous poser une question. La blessure, finalement, d'abord, est-ce que ce qu'il dit est juste pour le coup? Il n'y a aucune inquiétude à avoir ou il est prudent? Écoutez, non, a priori, tous les indices sont ouverts quand même pour lui. Il a pris part à l'entraînement à huis clos tout à l'heure, mais de manière tout à fait normale. On ne l'a pas vu ni boiter, ni d'après les informations qu'on peut avoir ici auprès du staff de l'équipe de France, il n'y a absolument aucune inquiétude sur lui. Lui a dégonflé aussi beaucoup l'affaire et l'emballement médiatique que cela a pu provoquer hier, en parlant sur les réseaux sociaux, en défendant aussi Adil Rami. Alors certes, après un geste d'agacement qui sur le moment était vraiment fort, mais il a réussi à la Kylian Mbappé à faire dégonfler tout cela. Et sur le fond, il y a très peu d'inquiétude, voire quasiment aucune pour Kylian Mbappé. C'est la cheville gauche qui a été touchée en plus. Vraiment, il a été très rassurant et aujourd'hui, ici, il n'y a aucun signe qu'il pourrait être en difficulté pour le premier match. Merci Marina, le 11 de l'équipe de France est déjà connu. C'est le coup de pied, c'est pas la cheville, c'est sur le côté. C'est pas la cheville, soyons précis. C'est le talon d'Adil Rami qui touche un petit peu la cheville, il n'y a pas beaucoup de muscles. Donc on prend un court jus d'électricité. Mais c'est vrai que c'est un retard, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul sur parce que là, l'ampleur qu'a pris cette blessure? Non, mais moi, excusez-moi, l'effet de loupe, mais moi, je trouve ça limite ridicule. On en est à faire un débat parce qu'il s'est pris un coup à l'entraînement. Non, mais vraiment, hein, parce Et que ça du va coup, être ça lui, pendant un mois. Alors là, c'est vous ça qui a allez changé. vous rejoignez l'ouvrage de Monsieur Ah Redeker. non, mais moi j'adore le C'est-à-dire que- football, je veux en bouffer, à n'en plus finir, j'adore ça et tout ça, je pleure, je suis une romantique, tout ce que vous voulez. Mais moi, faire une journée comme hier, comme s'il y avait eu un mort, parce qu'il a pris un Vous coup à la exagérez cheville. aussi, Ah mais non, on non, en a arrêtez. parlé, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on va s'intéresser à la manière dont Paul Pogba se brosse les dents. On va s'intéresser pendant un mois de savoir si C'est la Star femme d'un Academy. tel... C'est la Star Academy, c'est exactement Mais ce qu'on vivait au mais- château, 24 caméras toute Bah la oui, journée, machin. bah oui. non mais d'accord, mais c'est peut-être que nos nous, faut prendre un peu de sociétés, elles recul. sont... on prend un recul, mais on le souligne et effectivement, vous avez... Mais de l'autre Ça, côté, pour le coup, ça a changé. Pascal. ça remplit l'attente. Voilà. Tant que les matchs ne sont pas là, Oui. bon, c'est comme comble. voilà, Les matchs sont trop courts, en C'est fait. comme le sentiment amoureux. C'est l'attente. Enfin, il y a qui- l'Espagne pour nous faire Écoutez, ce sentiment amoureux, ça, Ah bon, ouais, ça vous Non, plaît. mais j'en parle dans le livre Oui. de cette histoire
de ressemblance entre le sentiment amoureux et celui du supporter. Et dans le sentiment amoureux, c'est l'attente qui est la chose la plus importante. Ah bon ? La plus insupportable et la plus importante, évidemment. Il y a la trahison aussi avec l'OM, on l'a beaucoup ressenti. Et ce dont vous parlez, en disant à juste titre que c'est pas très excessif, superficiel, etc., ça remplit cette attente, ça permet de la meubler. C'est bien et d'attendre, ensuite, mais on va arriver. il y en a qui attendent, c'est... Oui. Il ne faut pas qu'attendre quand même. Ouais. Non. Vous voulez conclure. Vous voulez conclure. Il n'y a que de l'attente. C'est bien les ouvertures, mais il faut Pour la conclure. conclusion, nous verrons. Non, mais si vous dites le mieux, c'est l'attente, bah j'attends. Moi, j'attends depuis un Mais moment. elle parle du romantisme, c'est la base du romantisme. Ouais, mais il ne faut pas m'écouter, moi. Pourquoi ? Parce que vous êtes... Si, il faut au contraire vous écouter. Oui, C'est bien, je trouve, d'avoir un peu de romantisme en amour. Oui, moi aussi. Vous êtes d'accord ? Le 11 de l'équipe de France est déjà connu. On va écouter Didier Deschamps, il l'a dit, j'ai mon 11. Ah. Ouais. Il n'est pas connu. Est-ce que vous avez votre 11 de départ La samedi question. Oui, Et si mais c'est- vous attendrez pour le savoir. Donc vous l'avez en tête là déjà. Oui, oui. On va voir peut-être la composition possible contre l'Australie, Alors, parce selon tous qu'il est en passe quand même. Ça, c'est important de perdre son pari. Sidibé, Mendy, Didier Deschamps. Bah, c'est surtout les paris de Sidibé et Mendy en l'occurrence, mais on a recentré un peu tous les échos. Non mais c'est vrai, Pascal, c'est pas le pari de Didier Deschamps. C'est terrible, mais il s'est couché tard, Mais non, mais- et il a été de mauvaise humeur toute la journée. Je le dis pour les téléspectateurs, C'est un il vrai- est c'est pas irritable. Il est irritable parce qu'il s'est couché un peu tard. Et les jeunes, quand ils se couchent tard, ils sont irritables toute la journée. Il a été insupportable. C'est que les enfants comprendront. Donc le pari de Didier Deschamps, Pascal, vous avez raison, on passe d'être perdu. En tout cas, on a recentré un peu tous moi, les c'est échos Cousteau. qui nous parlent. Comme le commandant. Le commandant Cousteau. Très bon. Allez-y. Non, mais fallait laisser un petit- voilà. Allez-y. Donc on a cette composition probable selon toutes les indiscrétions qui nous viennent de Russie, tous médias confondus. Donc Hugo Lloris évidemment gardien, capitaine, charnière à laquelle on s'attendait, Umtiti et Raphaël Varane. Et là on change complètement pour les latéraux, Benjamin Pavard et Hernandez qui prennent la place donc de Mendy et Sidibé, N'Golo Kanté, Paul Pogba et Corentin Tolisso qui éjecterait Blaise Matuidi du 11 de départ, et puis Griezmann, Dembélé et Kylian Mbappé exit Giroud. Philippe Doucet. C'est amusant. Oui. C'est quand même très amusant que Didier Deschamps fasse, en gros, oui, je connais l'équipe, enfin depuis le temps que je me prépare, en gros, alors qu'en fait, il va changer 4 joueurs par rapport Ouais, à. mais ce là, il que est contraint. Il y a beaucoup de contraintes. Il y en a au moins 3. Il y a 3 contraintes, ce qui est quand même important. Une par ligne. Mais c'est quand même étonnant. C'est qu'on fait comme si, c'est l'équipe normale, quoi. Alors qu'en fait, il y a quand même 4 changements par rapport à l'équipe qu'on attendait. Il y a une semaine, on aurait dit 4 joueurs différents. Moi, je suis pas vraiment sûr. Pour moi, c'est Moi, je suis pas sûr non plus. celle des États-Unis qui va démarrer. Je vois pas du jour au lendemain sortir Matuidi, sortir Giroud, qui est un élément important de l'équipe de France, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas. Et les latéraux, on a quand même fait des pieds et des mains depuis le mois de septembre pour Mendy et il y a 3 mois pour Sidibé pour les avoir. Donc si maintenant on m'explique, ah ben non, finalement, Mais Sidibé ils a du sont mal à un peu s'entraîner, courts. quand même. Il a fait des fractionnés, il a travaillé. Donc après, il faut voir. Je pense qu'il est préférable de les mettre d'entrée. Et puis si ça va pas, les sortir lors du deuxième match ou en cours de match. Parce que si dès le départ, on sort Mendy et Sidibé, qu'on a fait des efforts nécessaires pour les faire venir. Ils sont blessés. On a certains joueurs ne Pas sont pas Mendy. venus en sélection. Pas Mendy. On comprendrait pas. Enfin, Mendy. Vous les remplacez Marina- vous les remplacez par Hernandez qui a fait une très belle saison mais à je- l'Atlético de oui, Madrid. C'est je ne quelqu'un dis qui pas le vous donne contraire. Des garanties. Non, je mais ne c'est dis pas pas le ça. contraire. blessé. Mais on le fait pas la veille du On le premier fait pas match. comme ça. Et on le fait pas. Mais il est blessé, on vous dit. Mais non, il n'est pas blessé. Quand Mendy on, est fait, pas blessé. quand on fait du fractionné, du 15-15 ou du 20-20 hier, on est capable de Bon, courir. Marina On est pas Lorenzo, blessé. qui est sur place en Russie. On va revoir la composition de l'équipe. Marina, je ne sais pas si vous avez un retour devant vous. En tout cas, le retour de CNews ici à Paris. Et la compo de l'équipe, c'est effectivement pas Sidibé, pas Mendy sur les côtés. Est-ce que vous validez cette équipe de France qu'on présente ce soir ? Oui, bien sûr. Alors évidemment, il faut rester au conditionnel, mais ce sont les informations que l'on peut vous donner d'après ce que nous, on a pu entrevoir de cet entraînement à huis clos. Il faut rappeler quand même, juste préciser, que la déclaration de Didier Deschamps que l'on vient d'écouter il y a quelques instants a été faite lundi, vraiment à l'arrivée, le lendemain de l'arrivée des Bleus ici. Donc il nous disait avec une assurance totale qu'il connaissait son 11 de départ. Évidemment, depuis, les états de forme et les états physiques de chacun l'ont certainement contraint à revoir un petit peu ses positions et ses certitudes. Mais effectivement, le 11 de départ que vous présentez correspond évidemment aux informations que nous on a pu avoir aujourd'hui. Et effectivement, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, a priori, étaient certainement dans l'esprit de Didier Deschamps
Leur état de forme force le sélectionneur très clairement aujourd'hui à revoir la donne, sans parler du fait que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont apporté également des certitudes lors des derniers matchs. Giroud a-t-il perdu sa place? Écoutez ce que disait Mbappé tout à l'heure sur le trio Dembélé, Griezmann, Mbappé. Effectivement, quand il parle de ce trio, en sous-texte, on se dit peut-être que Giroud ne sera pas titulaire. Déjà, on est 3 joueurs qui s'apprécient, qui aiment jouer ensemble. On arrive à mettre notre ego de côté parce qu'on sait que c'est ensemble et en s'aidant qu'on arrivera à briller tous ensemble. Et on est des joueurs quand même assez polyvalents. Donc il y a beaucoup de mouvements, de la rapidité. Et c'est des joueurs intelligents, donc je suis content de jouer avec ces joueurs-là. Ce qui est intéressant, c'est quand même, il dit des choses là, Mbappé. Il dit des choses sur les autres joueurs. Il cite des autres joueurs qui sont parfois plus vieux que lui. C'est pas la langue de bois. C'est intéressant de ce point de vue-là. Et réécoutez tout de suite après ce qu'il a dit. Il a comparé avec Giroud. Et effectivement, c'est un système de jeu qui peut être différent. En fait, ça dépend de l'animation. Ça dépend des joueurs avec qui vous jouez. Par exemple, avec Ousmane et Antoine, c'est différent qu'avec Olivier et Antoine, où Antoine est plus un meneur de jeu. Il est redescendu un petit peu plus bas, parce qu'il a cette qualité de passe, cette qualité de déplacement entre les lignes qui permet à nous de pouvoir prendre la profondeur et de pouvoir faire mal à l'adversaire. Avec Olive, c'est différent, tu as plus un point de fixation et il faut tourner autour, donc c'est 2 schémas complètement différents. Donc c'est très étonnant ça quand même, hein, Francesca. Il sort un poil presque, on pourrait dire, de son rôle où il décrypte les systèmes. C'est plus qu'une parole d'entraîneur. Je pense que non, mais vous fantasmez. Non, mais vous fantasmez sur un discours qu'il n'a pas, mais vous effectivement, allez prendre le ballon de Binopal dans la figure. Les systèmes. Non, mais vous avez commencé cette intervention en disant c'est pas de la langue de bois. Excusez-moi, enfin la première réponse quand même l'archétype de la langue de bois. Je sais que vous avez les yeux de l'amour pour ce gamin qui est hyper prometteur, mais quand même, enfin je veux dire, excusez-moi, c'était une question de Giovanni Castaldi. Attention Félix, il y a beaucoup de turnover dans la composition d'équipe. Attention. Attention. Vous attendez un nounours pour dormir ce soir. Je peux aller au bout de ma phrase. Vous pouvez aller au commencement surtout parce que vous ne l'aviez pas commencé. Oui, non, non, mais au-delà de... Non, c'était pour parler de la composition de l'équipe, si tant est que ce soit celle-ci. L'avantage aussi, c'est que Didier Deschamps ne nous a pas habitués à un 11 type. Finalement, il a quand même beaucoup changé et on n'a pas dans la tête un 11 type depuis des mois et des mois. Il varie. Donc finalement, il n'y a pas tout qui s'effondre quand on voit cette équipe. On se dit pas, il y a tout qui change. Effectivement, il y a des changements par rapport au dernier match. Mais il ne nous a pas habitués à 11 titulaires. Bon, on va remercier Marina Lorenzo. Ça se passe bien à Istra, Marina? C'est sympathique la vie? Istra Écoutez, ça se passe très bien, c'est parfait, agréable. le beau temps est en train d'arriver. Istra by Night, c'est très très calme, il y a beaucoup de moustiques, voilà ce que je peux vous dire, mais la nuit est très calme pour l'instant par ici. Bon, écoutez, quelques livres peut-être que vous avez apportés, Tolstoy. quelques DVD, quelques, que sais-je, pour passer du temps en Russie. Lisez des grands auteurs russes. Guerre et paix. Guerre et paix, là, vous n'aurez pas fini à la fin de la Coupe du Monde. Là. ça, vous êtes peinard. Ouais, mais il y a des conseils stratégiques dedans, c'est intéressant. Exactement. Et écoutez Borodine, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la musique russe, je trouve. Borodine, c'est le plus... Oh, Prokofiev, c'est pas mal. C'est pas mal, mais Borodine, les steppes de l'Asie centrale, c'est très très beau. Bah, écoutez, alors moi, c'est le j'ai conseil, lâché, on a hein. Robert Remettez Redeker. Mbappé, On a Robert Redeker qui vous propose d'écouter Borodine, vous pouvez le télécharger. Francesca. Télécharger. Mais il Je joue sais pas quoi, comment on dit, Borodine? Borodine. Il joue Voilà, 6 on ou va 8, l'écouter. Borodine. Bon, arrêtez. Bon, Robert Redeker, peut-on encore aimer le football? Merci Marina Lorenzo ce soir en Russie et qui va passer une soirée à Istra. On l'envie d'une certaine manière. Matuidi sur la touche. Ah non, c'est sympa de suivre une Coupe du Monde. Vous avez suivi combien de Coupes du Monde, Philippe? Je sais pas, 3 ou 4? Oui, vous savez même plus. Non. Donc, vous étiez au Mexique, je crois, en 86. Alors 90, 94, 98, Ouais. C'est sympa le Mexique, il paraît. 2006, 2010. Ah non, j'avais fait plus que ça. 5. Un mot sur Matuidi, qui sera sur la touche. Alors sur cette composition. Pardon, sur cette composition. Probable. Oui, alors non, vous avez parfaitement oui, raison. mais Oui, non, mais attendez, c'est les envoyés spéciaux qui nous le disent. Ouais, non, mais Bah on oui. comprend. Hein. Non, mais vous savez comment ça se passe, les envoyés spéciaux regardent l'entraînement, vous avez souvent des oppositions avec Qui des était à équipes huis clos différentes. d'ailleurs. Non mais voilà, les entraînements des 3 jours, Des infos, des 3 jours putain. précédents, vous avez des équipes qui se forment sur des oppositions, des jeux à thème avec des chasubles, les deux là, on déduit par exemple les charnières, on déduit les couples ou les trios qui sont alignés au milieu de terrain, Et on se gourre partir. souvent. Et Parce on que se les gourre souvent. entraîneurs, évidemment, savent que c'est regardé. Voilà, pour ce ne sera l'inverse. pas la première fois, et c'est d'ailleurs pour Si, ça souvent. qu'ils mettent en place des huis clos assez souvent. Donc, Blaise il n'était Matuidi, pas, donc, Blaise. sur cette composition probable, encore une fois conditionnelle, sortirait
de l'équipe. Pourtant, Blaise Matuidi, c'est un des joueurs, si vous voulez, qui avait la plus l'étoffe d'un leader, en tout cas du point de vue moral, au point de vue leader de vestiaire. Donc vous voyez les statistiques de Matuidi en équipe de France. Et quand on parle du milieu de terrain, surtout quand on parle d'un milieu à 3, c'est un peu le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire en enlevant un joueur et en mettant un autre, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Donc en enlevant Blaise Matuidi, on perd du pressing forcément sur les premières lignes adverses. En revanche, en mettant Corentin Tolisso, on gagne un peu d'agressivité au milieu de terrain, un milieu de terrain plus compact, et surtout on gagne beaucoup de qualité dans la relance, bonne frappe de loin comme Paul Pogba qui, selon cette composition probable, serait son compère au milieu. On va parler dans une seconde de l'Espagne avec Juan José Dorado qui s'est réveillé avec un sélectionneur et qui s'endort avec un autre. Mais puisqu'on reçoit Peut-on encore aimer le football, édition du Rocher. Et vraiment, ce livre est intéressant. Moi, j'aime bien nous confronter, pourquoi pas, à des avis différents sur le football. Je voudrais citer une phrase que vous écrivez. Le maillot d'une équipe de football n'est plus aujourd'hui qu'un vulgaire panneau publicitaire guère différent de ceux qui bordent les routes, surtout dans les interminables zones commerciales aux approches des villes, dont la seule justification paraît tenir dans les destructions des paysages. Chambrer un peu quand même. Le maillot d'une équipe de football n'est plus aujourd'hui qu'un vulgaire panneau publicitaire. Je la laisse parler et puis j'explique. Mais non, c'est. Mais connaissez-vous juste le prix d'un maillot? Non, mais parce que moi j'ai été choquée, je me rendais pas compte à quel point c'était cher. J'ai acheté 140 €. Oui, après il faudra le flocage. Non, mais moi je fais pas. Là j'ai plus floqué. Je lui ai donné. C'est les maillots. Il y a les officiels et il y a les réplicas. C'est nouveau. C'est un peu caricatural. Par exemple, l'équipe de France, il n'y a pas de maillot publicitaire. Oui, heureusement, et je regrette qu'au rugby ça devienne le cas. Que ça devienne le cas. Bon, pour moi, voilà ce que c'est un maillot et voilà pourquoi les supporters y tiennent. Voilà. Le maillot, c'est la peau commune entre, c'est une seconde peau, une peau textile, entre les supporters, les joueurs, l'histoire du club. Voilà. Et quand les supporters disent qu'il faut mouiller le maillot, c'est ça que ça veut dire. C'est avec vous, voilà. Il y a des recettes, vous êtes marrant. Il y a un idéalisme, un romantisme pour le coup. Comment vous faites rentrer l'argent dans la caisse? Il y a peut-être d'autres moyens de faire rentrer de l'argent dans la caisse. Et puis, non, mais lesquels? Et puis, est-ce que c'est vraiment le but? Cela dit, Bilbao n'a toujours pas de pub. Non, mais c'est pas le Barça a tenu jusqu'à il y a 5 ans. Non, mais vous dites que c'est pas le but, vous comprenez bien. Mais non, mais sinon, ce que vous dites. Moi, je suis un romantique comme vous. On perd le romantisme des supporters et quand même cette idée très importante que c'est la peau. Que c'est la même, que c'est une peau collective. Alors, autre chose, parce que vraiment, le football ne s'appartient pas. En ce sens, il est le contraire de l'homme libre. Il appartient à ses sponsors, il appartient aux médias qui vivent de sa sueur, il appartient à son club, souvent une tentaculaire entreprise transnationale, il appartient à ses supporters, il appartient à la grande masse des consommateurs d'événements sportifs. C'est un côté de la vérité. Il appartient à lui-même, mais s'il appartient à lui... Mais il appartient aussi à lui-même. Mais... il faut regarder la vérité des deux côtés, comme ça, d'une façon un peu... Je trouve que c'est un peu dialecticienne. Et il y a le côté... Ça fait aussi toujours rêver un footballeur. Oui, mais il y a aussi... Et c'est toujours exceptionnel parfois. Oui, mais laissez-moi finir. Bon, il y a aussi le côté suivant, le côté... Un joueur, souvent comme beaucoup d'autres salariés, mais je crois que c'est plus fort chez un joueur de football parce que les contraintes sont plus fortes. Les contraintes qu'il s'impose, les contraintes qu'impose l'image, la communication, etc. Un joueur ne s'appartient pas entièrement lui-même. Voilà. J'ai envie de vous dire, franchement, que sa condition est plus enviable que beaucoup d'autres gens. Mais oui, bon, hélas, comme... Oui, mais j'ai pas fini. Oui, ben oui, on n'a pas 3 heures. C'est pas c'est ça qui est compliqué. C'est de la télé. D'où l'enjeu pour un joueur, c'est de se débarrasser de ce sentiment de désappartenance. Et la question, c'est ça. On dit souvent d'un joueur qui joue mal qu'il est emprunté. Voilà. Il est emprunté, ça veut dire qu'il n'est pas lui-même. C'est ça, être emprunté. Bon, et le joueur qui joue bien, le grand joueur, c'est celui qui a réussi à... Qui est libéré. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il n'est pas emprunté. Mais c'est passionnant, je vous taquine, mais c'est vrai que votre avis est passionnant. Pour aller dans ce sens-là, moi j'arrête à 32 ans très rapidement, en 2005, parce que je ne supporte plus ce système. Va à droite, va à gauche, va faire la pub, revient, repart. Et non mais... Attention, c'était en 2005, c'est pas en 2018. Aujourd'hui, c'est 20 fois plus. Non, mais c'est l'appartenance à... On appartient, on n'est jamais soi-même. Quand on assiste à une transaction pour soi-même et qu'on est là, je peux pas vous le dire parce que c'est violent. On va pas entamer. On va pas entamer. Vous ne ferez pas pleurer avec la condition d'un footballeur professionnel. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, il faut lire votre bouquin.
Et ça, c'est important. Et puis, ça donne un peu, effectivement. Mais de peut-être pas réflexion. pendant la Coupe du Monde, si. Si, justement. Mais si, Si, justement. justement. Bon, Jean-José. Jean-José Dorado. Pas Jean-José. Jean-José. Juan José. Ah, Juan José. Juan Ah ouais, José. déjà que Mais l'Espagne Juan a mis José, des mais moments qu'est-ce que vous compliqués, nous avez fait? Alors, voyons les sites espagnols ce matin, mais qu'est-ce que c'est que ce, j'allais dire, ce bordel? beans. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Juan José, j'ai jamais vu ça, un entraîneur. Il fallait bien s'amuser. Rappelez-vous, en Oui, 2016, c'était un peu plat. la sélection espagnole arrive en France et lors des premiers jours, on a aussi un gros bordel en équipe d'Espagne avec De Gea. Donc, on est habitué à ça. Bon, dites-nous ce qui s'est passé. Bon, là, en France, on a appris le nom de la ville de Naïsna en 2010, et en Espagne, ils ont appris celui de la ville de Krasnodar, qui est un peu une plus grande ville quand même, mais qui était moins connue par les Espagnols, puisque tous les titres, tous les journaux, tous les sites internet évidemment en Espagne titrent là-dessus la crise de Krasnodar, mal el Madrid, peor Lopetegui, donc le Real Madrid ne va pas très bien, Lopetegui c'est encore pire, évidemment en parlant de Julen Lopetegui, qui n'est plus, on le rappelle si vous débarquez de la Lune, le sélectionneur de l'Espagne. El vestuario no respalda Ramos, le vestiaire ne suit pas Ramos, qui perd la bataille pour Lopetegui, puisque Sergio Ramos a essayé face au président de la fédération ce matin, on va tout vous raconter, de maintenir Lopetegui à la tête de la sélection espagnole, mais le crime de lèse-majesté pour la fédération était trop grand. Le fait que Lopetegui négocie son transfert au Real sans en parler à la fédération, c'était impensable. Guerra civile española carrément pour le site de Marca, pas besoin de le traduire, la guerre civile en Espagne, puisqu'aujourd'hui, Juan José, le pays est clairement divisé en deux catégories, si vous voulez. Il y a ceux qui pensent que la fédération espagnole fait n'importe quoi en virant Lopetegui à 24 heures du premier match du mondial, et il y a l'autre partie qui dit que ce qu'a fait Lopetegui était inadmissible et que c'est normal de prendre cette décision. Tout à fait, on est très divisé, que ce soit les supporters, que ce soit les commentateurs, nos confrères journalistes. Pratiquement la moitié donnent raison à la fédération parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Lopetegui ait signé un contrat et que ça soit annoncé à 48 heures avant les matchs. Et puis il y a effectivement les autres qui disent que Lopetegui et le Real ont bien fait, sachant que de toute façon, le nouveau président qui est arrivé depuis un mois, le nouveau président de la Fédération espagnole est arrivé depuis un mois uniquement. Luis Rubiales. Et quelqu'un de très discuté au sein de la Fédération. Et donc, pour certains, c'est bien fait pour sa gueule. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est le terme utilisé. C'est bien fait pour sa gueule? Pour sa gueule. Pour certains, c'est ça. Et vous en pensez quoi? Ben écoutez, il y a beaucoup de sommes d'ombre encore. Il faut comprendre pourquoi le Real Madrid, qui est un club très proche de la fédération espagnole, annonce le départ de Lopetegui 48 heures avant. Quel est le rôle qui a été joué par Jorge Mendes, qui est celui qui a mené les négociations? Jorge Mendes. Tout à fait. C'est l'agent de Lopetegui. Pour certains, une entreprise de déstabilisation. pour certains, il y a les complotistes. On disait tout à l'heure, il y a les complotistes qui pensent que Florentino Pérez avait intérêt à annoncer le départ de Lopetegui, qu'il soit viré, parce que si Lopetegui fait un très mauvais mondial, comment va-t-il présenter Lopetegui comme la nouvelle recrue du Real Madrid? Donc techniquement pour lui, il va aller. Non. Et puis il y a ceux qui disent aussi. Et c'est Zidane qui a. Non. Et puis la sélection espagnole. En direct de la si on remonte là, parce qu'en quittant le C'est Real. lui qui a tout orchestré. Il faut comprendre, et c'est ça que personne n'arrive à comprendre pourquoi cette annonce est faite 48 heures à l'avance et pourquoi le président de la fédération n'a été informé que 5 minutes avant la publication de ce communiqué. C'est incroyable. On croit à ça que le président de la fédération est informé 5 minutes avant? Tout à fait. Il a à nouveau dit en conférence de presse ce matin, quand il a annoncé le départ de Lopetegui, il a été informé par 2 coups de fil 5 minutes avant la publication de communiqué. Il a demandé que ce communiqué ne soit pas publié et d'attendre. Le Real Madrid n'a pas voulu La attendre. question, c'est est-ce que c'est grave pour la sélection espagnole? Quelles vont être les conséquences dans la tête des joueurs? Et est-ce qu'ils sont vraiment paumés ou pas? Ou est-ce qu'ils sont assez professionnels pour s'en sortir? C'est grave. Et c'est Espagne-Portugal. C'est Espagne-Portugal. Parce que le complot, premier match, avec Espagne-Portugal, il prend de l'ampleur. Bernardo Silva, qui était en conférence de presse ce matin avec le Portugal, a dit si ça nous arrive à nous, ça nous déstabilise. Donc pour nous, c'est mieux que ça arrive à l'Espagne. Pour des consultants, la première chose, c'est que pour les dans les paris qui sont faits actuellement, c'est le Portugal qui est favori maintenant. Avant, c'était l'Espagne qui était favori. Et puis, ça a déstabilisé. La question de Francesca est excellente. Ça a déstabilisé l'équipe. Et tout à l'heure, Fernando Hierro, le nouveau entraîneur, au sélectionneur pendant un mois, puisqu'il n'a été nommé que pendant un mois, la première chose qu'il a dit,
maintenant, il va falloir récupérer les joueurs qui ont été déstabilisés ces dernières 48 heures. Écoutons-le, Fernando Hierro, qui a joué longtemps au Real. 14 ans. Magnifique Toute sa joueur, carrière, Fernando Hierro. Défenseur. En ese sentido estoy muy tranquilo y que esto no es justificación para no venir y pelear por el objetivo que hemos venido, ¿no? El objetivo que se ha venido es pelear por un mundial, hacer algo importante, estamos ilusionados, el equipo está ilusionado, todo el mundo sabemos que tenemos una gran oportunidad y que ese debe ser el foco absoluto, de verdad, sinceramente debe ser a lo que hemos venido. Y hemos venido a pelear por un mundial, ¿no? Y eso se lo he transmitido, que todo lo que ha ocurrido, todos estos días, sobre todo estos 2 últimos días, no nos sirva a ninguno de justificación. Aceptamos nuestra responsabilidad, yo el primero. Tony Débat de Gérard nous dit en tant que Portugais, j'aime bien tout ce rififi chez les Espagnols. Le Californien nous dit l'Espagne joue vendredi. Non, ça va être dur pour le nouveau coach. Voilà. Alors, plusieurs choses. Déjà, le nouveau coach était en l'occurrence avec le groupe, puisqu'il était directeur sportif de la fédération espagnole. Il a déjà entraîné Fernando Hierro, là. Il a entraîné le Real Oviedo. Le Real Oviedo l'année dernière en 2e division, et il a été le adjoint d'Ancelotti au Real Madrid. Il a une faible expérience de coach, mais comme Zidane, j'ai envie de vous dire finalement, avant de prendre le Real Madrid, qui avait entraîné la Castilla. Non mais je sais, j'ai prononcé le moment qu'il faut pas prononcer. Pardon, je retire. Donc voilà. En tout cas, Fernando Hierro, très faible entraîneur. Non, ce qu'il faut dire aussi, quand on disait comment Fernando Hierro va-t-il faire pour récupérer les joueurs qu'il connaît tous, qui les aime tous, les madridistes et compagnie. Il faut dire que dans ce groupe, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient extrêmement proches de Lopetegui. Lopetegui était entraîneur des équipes U20, U19 de la sélection espagnole. La jeune génération. Voilà, la jeune génération. Si vous voulez, le De Gea, Isco, Saúl Ñíguez ont été champions, entre autres, il y en a 2 autres, ont été champions du monde avec Lopetegui, avec les sélections de jeunes. Donc forcément, ça va créer. Mais après, ce qu'on disait avec Juan Rosé avant l'émission, ça peut faire un effet Italie 2006 ou Italie 90. C'est-à-dire que ça peut remobiliser le groupe. C'est-à-dire que le groupe complètement sclérosé par ce genre d'événement peut se remobiliser autour d'un objectif commun. Qu'est-ce qui s'était passé en Italie 90 ? Il y avait changement d'entraîneur en 90 ? L'Italie était arrivée avec des gros problèmes au niveau de la fédération et au sein du groupe. Et 2006, c'est Calciopoli. Elle n'était pas allée très loin en 90. Demi-finale à Naples, battue par l'Argentine, avec Zenga dans les. Voilà, c'est à double tranchant. Soit ça coule complètement la Roja qui repartait de plus belle après avoir tout gagné. On a l'impression, on parle quand même d'équipe qui pour moi est capable de gagner la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui de perdre leur coach, c'est compliqué. Mais après quand vous avez de tels patrons en défense, au milieu de terrain et devant, les gamins, c'est vrai, les jeunes joueurs ont connu ce coach-là. Mais les patrons qui, avec les Ramos, tous ces joueurs-là, croyez-moi, là, ce qu'il faut faire quand on est Hierro, c'est OK, les gars, on va se prendre en main. Ce qui nous arrive, c'est compliqué. Mais croyez-moi, ils vont aller au bout. Comme on dit ça, si c'est la France, c'est peut-être plus inquiétant parce que Deschamps est le patron de la France, de la Fédé, de tout. Mais là, l'Espagne, franchement, je ne me fais pas de soucis. Un peu quand même. Je ne fais pas de soucis. Non, je confirme qu'effectivement. Un peu quand même, même si c'est vrai que c'est moins grave. Là où je rejoins Marc, c'est que c'est moins grave dans une sélection, paradoxalement. Ils peuvent se gérer tout seuls, tu le sais en plus. Parlons du Paris Saint-Germain, il nous reste 5 minutes. Parlons du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne sera pas sanctionné par le fair play financier. Moi, je vous avais souvent dit que j'avais des informations. Ça pourrait être. Vous avez fait un teasing. Vous avez dit attention, le Paris Saint-Germain va être durement sanctionné. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Non, vous avez des bonnes infos. Je vous ai dit en permanence que il y avait des bruits très alarmants autour du Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG a dû produire des documents qui ont rassuré le fair play financier, mais s'est engagé également à vendre. Je vous le rappelle qu'on ne le met pas assez en avant, que le PSG s'est engagé à vendre des joueurs. Voilà. Et il y a une chose très importante. Donc, faites attention. Avant le 30 juin. Avant le 30 juin. Oui, non mais il y a un truc très important qu'il faut dire sur cette affaire avant de parler de quoi que ce soit autour de cette histoire, c'est que le bilan du fair play financier de l'UEFA ne s'applique pas à l'exercice comptable en cours. C'est-à-dire que l'achat de Neymar pour 222 millions d'euros ne rentre pas en ligne de compte dans ce calcul où il n'y a pas de sanction. Kylian Mbappé 145 plus les options. Plus 40, pareil, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et déjà là, avant ces 2 achats gargantuesques, le Paris Saint-Germain est quasiment hors des clous. Bon, en tout cas, affaire à suivre, c'est toujours des affaires un petit poil compliquées. Demain, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Vous voyez cette image, ça sera Russie-Arabie Saoudite. C'est un match symbolique, forcément. Quand la fête Comment pour le pétrole Il y a une fête. Demain avant le match, c'est la fête. Juste avant le match. Oui, mais donc là, c'est que 30 minutes. Elle a été raccourcie, c'est que 30 minutes avant le.
Donc là, c'est l'entraînement des Russes. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est le Mexique, le Canada et les États-Unis qui ont remporté la Coupe du Monde 2026. C'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Face au Maroc. 3 pays, ça gâche tout. Face au Maroc. C'est bien quand c'est dans un pays. Pourquoi faire 3 pays? 1 euro. Maintenant, il y a Non, mais je vais vous dire, il y a une réalité, parce qu'il se trouve que je connais un tout petit poil, j'ai lu C'est les mêmes tuyaux pour le PSG ou pas? Non, je rigole. Je rigole. C'est moyen, je vous remercie Francesca. Vous êtes formidable. Vous savez que les recettes de la Coupe du Monde 2026 pour Mexique, États-Unis et Canada, c'est 11 milliards. Voilà, vous donnez raison à monsieur. Maroc, 5 milliards. 5 milliards, le Maroc. Donc, il n'y avait même pas une chance sur 10, hélas, Pascal, que le Maroc... c'est la 5e fois qu'ils sont retoqués, le Maroc. Hein. Oui. La 5e fois. C'est quand même un pays de football autrement je suis d'accord. le Canada. Plus, effectivement, la dernière fois que le FBI s'est occupé de la FIFA, le FBI et l'Amérique a fait quand même tomber quelques personnes. Donc, cette fois-ci, ils ont préféré peut-être le donner. Et forcément, il y a un lobby qui est plus grand. Peut-on encore aimer le football? Est-ce que vous l'aimez toujours, le football? Est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde? Oui, je vais suivre déjà le match d'ouverture qui est souvent décevant. Mais vous êtes déçu nous le vendez pas. Pourquoi vous n'en dégoûtez pas, n'écoutez pas les autres si vous n'aimez plus le football. Les matchs d'ouverture sont souvent décevants. Oui. Voilà. Mais je ne suis pas déçu du foot. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et le livre essaie de dire pourquoi c'est. Mais vous êtes un amateur. Vous avez joué au foot? Moi, j'ai joué au rugby et j'étais coureur cycliste. Oui, c'est aussi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-on aimer le football? Vous ne l'avez jamais aimé. Donc... chapitre 25, je raconte que nous, on est nés dedans quand même. Mais nous, on est nés dedans. D'adolescence. Oui, oui, je joue au rugby, c'est autre chose. Mais vous savez que le football, c'est comme la marmite d'Obélix. On tombe dedans tout petit. Ou jamais. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un amateur de football à 20 ans. On peut devenir un amateur d'art contemporain à 20 ans, de théâtre, d'opéra, mais pas de football, curieusement. C'est un truc qui touche aux tripes, parce qu'on a vu ça avec son papa, son frère, sa sœur, pourquoi pas, que sais-je. C'est un truc, c'est un ADN, c'est proustien. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est l'enfance, voilà. L'amour pour le football, c'est quelque chose qui s'enracine dans l'enfance, dans la culture, dans l'entourage, de même que celui pour le rugby, pour le vélo, etc. Bon, alors, pour moi, un dernier mot, Pascal. Bon, pour moi, l'intérêt pour le football, c'était aussi de regarder les matchs et d'en parler avec mon père. Mais bien, voilà. vous avez tellement raison. Jusqu'à la dernière année de sa vie, parfois les matchs ne m'intéressaient pas, j'allais chez lui, je les regardais à la télé, on en parlait. Voilà. Et ben moi je suis d'accord avec vous, j'avais entendu, je l'avais cité une fois, Jacques Attali par exemple, il avait dit qu'il avait pris un abonnement du Paris Saint-Germain parce que c'était un des rares moments où il était avec son fils au Parc des Princes pour parler. Et c'est vrai, c'est l'histoire du foot et les grands... Par exemple, il y a un truc qui a complètement changé, la perception de la Coupe du Monde, c'est cette affaire de grands écrans. C'est-à-dire qu'on est ensemble, avant on était sur les petites télés, là on est ensemble, on communie et on est avec, je sais pas, son chéri, sa famille, etc. Et c'est un moment de partage, c'est la messe. Et on finit à 25 000 devant la télé. Non, c'est la messe. Bon, est-ce que vous aimez le pain de mie, monsieur Redeker? Mais vous voulez pas couper un bout? C'est un peu indigeste. Mais quand vous voulez que je coupe un bout... Aïe. Cette force herculéenne. Mais alors, regardez, c'est un vrai pain. Alors, toute la journée, j'ai pas voulu le manger. C'est un pain... C'est l'hostie, là. C'est un pain poilonne. Demain, vous serez malade pour voir des On va faire du cinéma. C'est funeste. Ah, c'est le même. Ah, il a traîné partout, Marie. On a joué au foot. Ils ont fait des ongles avec. Mais il y a quoi à l'intérieur? Il y a quoi à l'intérieur? Une attaque. Bon. Je ne serai pas là demain, ce sera une... À l'intérieur, j'ai fait 6 jaunes avec. Merci, monsieur Redeker. Vous avez donné un peu de spiritualité à notre émission, croyez-moi, qu'en manque souvent. Je rappelle que vous citez Kant, vous citez Platon, vous citez Nietzsche, vous citez Jean-Paul Sartre dans votre... Autant de footballeurs célèbres dans votre... Et Platini après le Heysel. Oui. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit. Voilà. Toujours. Vous aurez gagné. Prenez votre miche. Merci Francesca de rien. Quelle belle miche. Vous comprenez pourquoi nous aimons l'avoir régulièrement autour de la table avec nous. Bon.
Voilà. Alors là, il n'y a pas de... Un peu d'eau. Il n'y a pas de crayon de couleur hein, dans le livre de monsieur. Mais... Ah ben vous m'avez taclé, je suis obligé de répondre, franchement. Franchement, un partout la balle au centre. Merci à tous. Merci à tous et pardon pour le débord. L'info se poursuit sur CNews.